Alors on va en débattre en fonction justement de cette réalité, de ce vécu des limites sur vos territoires. Alors on évoquait le changement bien sûr sur les intercommunalités, sur les grandes régions. Catherine Barthelet, vous êtes maire d'une petite commune, Pélouzet, mais dans une grande agglomération qui est Besançon. Vous êtes la présidente de l'agence d'urbanisme de l'agglo de Besançon. Besançon qui maintenant est dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et j'imagine que pour le territoire urbain de Besançon, ça change des choses automatiquement. Les limites ont été déplacées. Maintenant, comment les dépasser? Est-ce que c'est possible dans ce contexte post-régional? Oui, alors c'est vrai qu'on est... Ça marche tout seul, normalement, vous allez voir. Normalement, ça marche tout seul. Là, c'est parfait. Oui. Donc, effectivement, on est sur notre territoire placé vraiment au cœur de la discussion ici. Moi, maire d'une commune de 1500 habitants, donc qui doit rendre compte à mes administrés et à la population aussi, justement, de tout ce déplacement des limites, dont nous, élus, bien impliqués, parce que présidente de l'agence, parce que ayant envie de participer activement à l'aménagement du territoire, c'est ma délégation, j'en mesure bien l'importance. Mais comment rendre compte à notre population, ça c'est une des premières interrogations, je pense, qu'on a quand on est élu. Et j'aimerais bien questionner M. Vanier à ce sujet-là. Je pense que c'est une des grandes difficultés dans les nouveaux territoires. Je pense que chaque intercommunalité en ce moment est en train de rêver à devenir communauté d'agglomération. Chaque communauté d'agglomération a passé communauté urbaine. Et je sais de quoi je parle dans ma région. Et chaque communauté urbaine a passé métropole. Donc forcément, c'est plus ou moins bien vécu. Et ça nous interroge aussi sur... Est-ce que cette volonté de toujours plus grand, plus fort, plus concurrentiel avec son voisin, est-ce que c'est vraiment là le sens aussi du fait de ne plus se mettre de limites? Voilà. Moi, ça m'interroge et ça interroge quand même beaucoup aussi nos élus de proximité qui bien sûr se sentent un peu perdus dans ces nouvelles réglementations, ces nouvelles obligations. Parce qu'il y a une partie des choses qu'on choisit, passer en communauté urbaine, avec plus d'intégration intercommunale, et puis il y a une partie des choses qu'on subit en ce moment, comme les transferts, voilà, par exemple transferts au assainissement. Ou les nouveaux périmètres régionaux qui n'ont pas été choisis par le territoire. Des choses qu'on subit, l'acclimatation, le temps est très très rapide en ce moment pour devoir opérer, et c'est vrai qu'on est en train de vivre la fin de certains syndicats, la création d'autres parce qu'on n'a juste pas le choix, la perte de compétences d'économie du département, elle revient très rapidement sur l'agglomération, on n'a pas vraiment le temps de s'organiser. C'est vrai qu'on s'interroge, est-ce que vraiment ce sera que bénéfique? Est-ce que cette concurrence qu'on organise entre territoires, elle ne va pas non plus dans le sens inverse de ce qu'on voudrait, de davantage de coopération, parce que c'est quand même ça au départ le sens d'intercommunalité. Donc moi ça me questionne, et en tant qu'élu, je ne vais pas trop monopoliser, mais je suis vraiment dans l'embarras de devoir rendre compte. Je trouve l'embarras, mais vous nous dites, difficile, qui oblige à des coopérations, qui automatiquement... Et vous parlez de la représentation, du côté de la démocratie. Je trouve que, ne serait-ce que dans les SCOT, un élu communal n'est pas toujours représenté dans le SCOT, c'est un pour 4 communes, par exemple. Donc ça nous met en difficulté, même si on a la volonté de bien rendre compte, on voit bien que certains élus se trouvent éloignés de la décision. Et c'est pas simple de devoir l'expliquer. Donc du coup, certains élus se retrouvent avec énormément de pouvoir, sans peut-être ceux qui lui ont confié les bien mesurer au départ. Et ce que nous disait Martin Vanier, la nécessité de pouvoir zoomer et dézoomer, mais parfois il y a un éloignement de fait dans la décision et dans l'organisation des territoires. On va passer le micro à votre voisin avec une autre réalité territoriale, là, qui est une réalité métropolitaine, une métropole voulue par les élus de l'agglomération, de la communauté urbaine de Nancy, puisque ça a été vraiment une volonté très forte pour vous. Et une expérience d'ailleurs qui vient de loin, d'intercommunalité. Il faut se souvenir toute l'évolution Nancy, district, communauté urbaine, et puis d'autres liens et d'autres lieux de décision, de concertation. Ça a été le sillon lorrain, un pôle métropolitain. Puis là, vous avez un autre pôle métropolitain en projet. Racontez-nous ça, Monsieur Husson. Alors c'est effectivement un peu compliqué. Je partage ce que vient de dire Catherine. Et quand je dis c'est compliqué, c'est parce qu'il faut faire attention quand on est nos limites
ce que ça ne signifie pas, j'ai entendu dépasser les limites, mais ce que les élus et nos concitoyens comprendraient ou interpréteraient comme dépasser les bornes. Parce que quand on dépasse les bornes, vous connaissez l'expression, ça veut dire qu'il y a une forme d'indigestion, qu'il n'y a plus d'acceptation, et c'est aujourd'hui un vrai souci. Parce que les réformes se sont enchaînées, je crois qu'il faut quand même repartir de la réalité. En 3-4 ans, on a eu un bouleversement institutionnel, une espèce de dessoreuse qui n'a pas arrêté, on faisait, on défaisait, on allait supprimer le département et on le ressuscitait, la région il ne se passait rien, et en 15 jours de temps, on vous sort une carte, que vous vivez comme vous la vivez, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fracturé la France avec un certain nombre de régions qui n'ont pas bougé de limite, et puis il y en a d'autres, vous avez fait exploser. Et quand vous croisez cette explosion de périmètre, avec des difficultés où vous avez une démographie qui est atone, quand elle n'est pas, comme nous dans la région Grand Est, une région qui est traversée par la diagonale du vide, il faut trouver le récit, le discours, et très honnêtement, c'est compliqué. Et en même temps, je le dis bien, on sent bien qu'on ne peut pas rester figé. Parce que l'immobilisme, pendant que d'autres, qui parfois ont déjà de l'avance, dont le périmètre ne change pas, je le redis, ça vous met en grande difficulté dans la compétition des territoires. Alors c'est pour ça que vous travaillez, en dehors de toutes ces recompositions qui vous sont imposées comme la région, à la création d'un nouveau pôle métropolitain, alors qu'il y en a déjà un sur votre territoire. Alors oui, mais le pôle métropolitain, souvent, jusqu'à maintenant, le pôle métropolitain, c'est un endroit où on discute, on est plutôt dans un réseau de villes ou d'agglomérations. Le pari que l'on fait, parce qu'on a un SCOT qui est atypique, la Meurthe-et-Moselle, vous ne la situez peut-être pas, mais en gros, elle a la forme soit d'une gitane, soit... Enfin, je ne parle pas de la cigarette, je parle évidemment, parce que c'est comme ça qu'on l'a représenté, notamment le comité départemental du tourisme, soit d'une oie, et donc on a toute la partie sud qui fait près de 600 000 habitants, et puis après... ce qui me permet de saluer la présence de l'agence du Nord de la Meurthe-et-Moselle, la GAP, qui travaille autour de Longwy, et où globalement, vous avez ce qu'on appelle le coup du canard. Le département, l'association des maires de Meurthe-et-Moselle et à l'époque la communauté urbaine du Grand Nancy ont choisi, au début des années 2000, de couvrir tout le territoire départemental à travers 2 SCOT. On est parti, pour la petite histoire, de 30 intercommunalités devenues 29 par une fusion de communes, puis 20, et au 1er janvier 2017, on va passer à 14, sachant que sur les 14, il y en a une qui va nous quitter pour aller dans le SCOT du département voisin, autour de Metz. Parce qu'à un moment, le territoire est tellement exigu, il fait 12 km de large. À l'ouest, vous avez la Meuse, et à l'est, la Moselle. Donc il faut dépasser les limites. C'est évident, parce que quand on parle périmètre, ça c'est tout notre bazar administratif et politique, mais nos concitoyens, nos acteurs économiques, ils s'en foutent du quart comme du tiers. Ils vivent dans le territoire, ils se déplacent, ils consomment, ils vont chercher de la culture, ils demandent du service. Et finalement, quelque part, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est un peu comme la pâte à tarte. Vous regardez comment c'est étalé dans le bassin d'emploi, comment vous vivez, je dirais, l'offre culturelle, sportive de grands équipements, d'où viennent vos étudiants quand on est, nous, sur un biréacteur Nancy-Metz ou Metz-Nancy, où on a près de 70 000 habitants à raison de 45-47 000 sur l'agglomération nancéenne, et puis un peu plus de 20 000 sur Metz. Voilà, donc vous avez à la fois le sillon lorrain, Thionville, enfin je parle ville et agglomération, Thionville, Metz, Nancy, Épinal, où ça donne du corps, ça donne une impulsion, et le développement, il se fait là. Donc on a besoin de cette colonne vertébrale. Et joignant le geste à la parole, vous montrez un flux aussi, en disant il y a des limites, mais d'ailleurs vous les dépassez, et vous montrez surtout que tout ça, c'est lié aussi à de la mobilité, à la façon dont on occupe le territoire. Dont on l'occupe, enfin d'abord dont il est innervé, et après dont on l'occupe, et comment on construit, et surtout comment on essaie d'imaginer l'avenir en répartissant mieux les choses de manière plus équilibrée, plus harmonieuse. Parce que je le disais, la région Grand Est est traversée par les diagonales du vide, mais même nous, dans le département, il y a des endroits de grande fragilité. Et j'ai l'habitude de dire, alors on a toujours quelques travers ou quelques défauts. Vous parliez tout à l'heure de XXL. Moi, il se trouve que j'ai passé mon enfance dans un village de 50 habitants. Aujourd'hui, j'ai connu le district, je suis rentré à la communauté urbaine, et puis vient de naître la métropole. Mais c'est une petite métropole, 270 000 habitants,
Par contre, c'est celle qui exerce le plus grand nombre de compétences de toutes les métropoles en France. Donc vous voyez que c'est à la fois singulier, que le défi il est important, mais qu'on a aujourd'hui, on a une exigence, on a un devoir, on a un défi à relever, et les agences sont pour ça un outil exceptionnel, c'est comment on fait mieux ensemble en construisant de nouveaux équilibres. Parce qu'aujourd'hui, les territoires périurbains, périphériques, on les appelle comme on veut, les oubliés, puis on a la ruralité, puis on a même la grande ruralité, puis on a même, on l'a dit au Sénat, il y a eu un rapport sur l'hyper-ruralité. Mais dans votre SCOT, vous avez tous les cas de figure aussi de territoire. Et la difficulté et le défi d'un SCOT, pour moi, quel est-il? C'est que vous n'avez pas d'autre force ou levier que votre force de conviction. Vous ne pouvez pas acheter les élus, quels qu'ils soient, ce n'est pas une histoire de droite, de gauche, de rural, d'urbain, puisque vous n'avez rien au départ. Parfois, on peut imaginer, ça peut arriver dans le passé, écoute, ça va s'arranger, tu vas avoir des subventions ici, tu vas avoir ta salle, voilà, ton terrain de sport. Là, on n'a pas. Donc, il faut partager le diagnostic. Et en fait, ça soulève finalement le propos introductif en disant ce qui manque aujourd'hui cruellement au territoire. Après, ça a été dit, l'abandon de l'État sur la capacité d'ingénierie, c'est de retrouver une ingénierie socle, partagée, mais il faut juste comprendre que là où les villes ont déjà de l'ingénierie et finalement des élus et des équipes techniques qui ont la culture, ces territoires qui se sentent oubliés, en même temps, parfois, ils ne le revendiquent pas, mais ils sont bien contents de ne pas avoir d'ingénierie, c'est plus facile, ils peuvent continuer à râler. Et à un moment donné, non mais moi mais ils ont besoin d'ingénierie, bien sûr qu'ils ont besoin. Là, et il faut les aider, et il faut quelque part, ils sont comme nous, hein, parce que des élus, des chefs d'entreprise de qualité, il y en a autant à la campagne proportionnellement qu'en ville. Faut être tout à fait serein là-dessus. Hein. Et puis dans ce travail que vous faites sur ce nouveau pôle métropolitain, c'est aussi peut-être d'imaginer de futures frontières, de futures limites qui sont déjà un peu celles de la métropole dans le bassin de vie, ou qu'ils seront demain. En fait, alors, il se trouve que à l'époque, quand il y a eu le pari politique, 10 ans après, on découvre quelques chiffres intéressants. Par exemple, j'en donne deux. L'indice de concentration d'emploi, c'est-à-dire le nombre d'actifs par rapport au nombre d'emplois du territoire, il est sur notre territoire du SCOT 99%. C'est plus élevé que l'indice de concentration d'emploi de la région Grand Est. Deuxième chiffre, sur les déplacements mobilité, 94% des déplacements des habitants, des acteurs du territoire se fait dans l'enveloppe, ce qui veut dire qu'à la fois il y a une grande homogénéité, mais qu'il faut aussi faire attention à ne pas rester dans l'entre-soi. Et vous imaginez que quand vous dites ça, parfois dans certaines sous-préfectures ou dans certains villages, c'est un peu de l'hébreu quand même. Et pourtant, il faut éclairer le chemin. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des diagnostics partagés par les élus, d'abord, avec les équipes techniques, et ensuite, je crois, parce que la France, vous pouvez la tordre dans tous les sens, elle aura toujours ses 36 000 communes, moins 1000 aujourd'hui, donc on va dire 35 000. Donc il faut absolument arriver à redonner du lien, à parler à tous les habitants. C'est compliqué, je suis comme les autres, je n'ai pas encore trouvé la solution. Leur faire percevoir cette réalité qui est en construction et vous-même l'anticiper avec les outils qui sont à votre disposition pour imaginer demain la métropole dans CN dans un autre cadre avec d'autres limites. Autre réalité, alors vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure en nous accueillant Jean-René Tchegaray, cette intercommunalité XXL, plus précisément pour cette nouvelle intercommunalité que le reste de l'Hexagone regarde, c'est 158 communes, c'est ça ? 158 communes et à peu près 300 000 habitants. Aujourd'hui, vous en avez moins de la moitié dans l'intercommunalité qui est la vôtre. C'est ça, 130 000 dans l'interco dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec Anglet, Biarritz et 3 autres communes. Donc là encore, des limites qui éclatent, des limites qu'il faut reconstruire et qu'il faut surtout organiser parce que le XXL, si on ne veut pas qu'il flotte, comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien, il faut pouvoir le maîtriser. Alors, c'est vrai qu'un petit tour à l'arrière quand même sur cette loi NOTRe qui est une loi inaboutie. On dit toujours des textes qui ne sont pas parfaits et ils ne peuvent pas l'être. Il se trouve que les initiateurs du texte avaient prévu, lorsqu'ils ont mis en place effectivement la loi NOTRe, qu'il y aurait la disparition des départements
et qu'il y aurait le suffrage universel direct des exécutifs intercommunaux. Chemin faisant, ce texte a abandonné l'hypothèse de la suppression du département. On sait au prix de quel marchandage et on sait quelle formation politique a défendu effectivement les départements. Les départements n'ont donc pas été remis en cause, encore que... Et vous pensez que l'architecture du coup de la réforme a été déséquilibrée? Totalement. Alors, pour le coup, le département a été maintenu, mais malgré tout, ils n'ont plus la clause générale de compétences générales. Ils sont désormais dans des compétences, on va dire, spécialisées, ce qui veut donc dire que les départements ont presque disparu, sans pour autant avoir disparu. Alors, évidemment, ceci n'est pas forcément très facile à accepter, mais nous avons une mort annoncée des départements en France. Il faut dire, appeler les choses par leur nom. Mais la loi NOTRe n'a pas prononcé ce décès. En même temps, et plus grave, c'est le fait qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout de ce que pouvait être une véritable réforme des intercommunalités, en particulier des interco XXL, c'est le suffrage universel direct. Car le problème qui se pose, M. Vannier l'a parfaitement indiqué lorsqu'il a posé les éléments problématiques et méthodologiques au début de cette table ronde. La question des limites, elle se pose dans des termes les plus divers, mais il y a une chose aussi, c'est la question des limites, c'est la question de la souveraineté. Car nous sommes encore dans ce pays à faire des réformes les unes après les autres, mais sans aller au bout des choses. Les communes restent des communes, les départements n'ont donc pas disparu, les régions sont de plus en plus grandes, mais on ne modifie pas le Code général des collectivités territoriales sur ce qu'est la gouvernance de ces institutions. Les communes continuent effectivement à avoir la clause générale de compétences, et je fais partie de ceux qui considèrent que c'est une excellente chose, évidemment, mais en même temps, alors même que l'on généralise l'intercommunalité, puisqu'on n'a plus la possibilité pour une commune de ne pas faire partie d'une interco, eh bien, ces intercommunalités, elles sont dans une gestion, y compris sur le plan juridique, et je parle surtout en termes de souveraineté, qui est quand même problématique. Alors, on a cette contrainte, hein, la loi aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, peut-être que ce que doit faire une autre peut le défaire, dit-on, mais surtout, c'est votre cadre d'action aujourd'hui, dans un département qui avait déjà cette culture entre le Pays Basque et le Béarn, mais où il y a le poids de cette nouvelle intercommunalité qui revendique une identité basque qui est affirmée. Donc le rapport avec les autres limites territoriales, aussi avec la très grande région Nouvelle-Aquitaine, et puis le rapport avec la structure communale qui reste vos interlocuteurs. Vous me disiez que vous aviez rencontré tous vos collègues maires pour travailler sur le projet. Comment vous l'imaginez aujourd'hui, ce projet? Comment vous le construisez? Est-ce que dans une intercommunalité XXL, il faut reconstruire de la proximité? Comment? Alors, bien sûr qu'il faut reconstruire de la proximité. Il faut partir du postulat que les communes constituent le socle de notre organisation administrative. Ça, c'est pour ce qui nous concerne, en tout cas dans notre pays, une vérité absolue. Et quelle que soit l'importance de ces communes. La plus petite de nos communes au Pays Basque fait 67 habitants, la plus importante Bayonne, dont je suis le maire, 49 000, presque 50 000. Alors, vous voyez ici des différences effectivement de population qui sont extrêmement importantes, mais en même temps, l'importance qu'il y a pour nous de considérer que chaque commune a une forme de souveraineté. Et c'est bien cette question qui est au cœur de notre organisation. Alors, je viens de dire que la loi était imparfaite, soit. Mais il se trouve qu'au Pays Basque, on peut compenser l'insuffisance de la loi par le retour, ou tout au moins le rapprochement à l'histoire. Il se trouve que le Pays Basque a existé avant que le Pays pasquois ne soit mis en place en 1995, modifié ensuite par la loi Chevènement 1999. Eh bien, ce Pays Basque est un pays réel avant d'être un pays légal. Et cette sociologie politique de ce pays fait que nous pouvons aujourd'hui, malgré les insuffisances des mécanismes institutionnels, je le répète, ça rend les choses plus compliquées que si la loi avait été modifiée, mais ça nous permet malgré tout de nous retrouver. Pour preuve, on n'a pas attendu la loi NOTRe pour déjà en 1992 regrouper l'ensemble des élus du Pays Basque et penser ensemble nos politiques publiques. Songez que chaque contrat de plan État-région
qui se sont succédés, il y en a eu 3, depuis des années 1990, chacun a permis l'adossement sur ce CPER, ce contrat de plan, d'un contrat territorial concernant le Pays Basque et qui nous a permis de mobiliser entre 250 et 400 millions d'euros, et cela au profit d'un certain nombre de politiques publiques qui touchent des questions les plus diverses, passant de l'agriculture à la culture également, la défense de la langue basque, mais également toute une série de sujets concernant le logement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire. On voit bien dans les changements de limites comment l'histoire du territoire change aussi l'appréhension qu'en ont les populations. Le fait que ça soit une construction de longue durée, comme l'exemple de Nancy le montre, les difficultés d'acceptabilité comme vous le rencontrez sur Besançon et les communes limitrophes dans les nouvelles intercos, et plus généralement la nécessité aussi de coopération, parce que les limites que vous vivez, elles sont multiples. Comment on coopère, comment on superpose, mais pas seulement en recréant des couches de limites, mais en faisant de ces limites des territoires créatifs. Comment vous abordez cette question sur le Grand Besançon ? Oui, de la même façon que Nancy, on a mis en place aussi des pôles métropolitains, donc un pôle métropolitain Centre-Franche-Comté qui permet ce nouveau dialogue à une échelle différente, et ça c'est vrai que c'est important, et qui permet bien sûr de lever des moyens. Ça c'est une réponse appropriée. Donc nous on est pareil, 58 communes au niveau du Grand Besançon, on va passer à 71 communes en janvier 2017. Donc c'est à nouveau, c'est vrai qu'on parle par exemple d'une conférence des maires, 71 communes, c'est déjà plus difficile d'avoir la possibilité de prendre la parole de façon aisée. On a le problème de la gouvernance, effectivement, voilà, et de la réalité démocratique de cette gouvernance. On a, nous, une commune de 80 habitants. Par rapport à Besançon, ça fait une disparité qui est aussi conséquente, plus de 100 000 habitants, 80. Donc, c'est pas évident pour ces élus-là aussi de pouvoir oser prendre la parole, pouvoir aussi s'impliquer dans des dossiers qui sont aussi de plus en plus techniques. Je pense que c'est ça aussi la difficulté. L'intégration intercommunale, à mon avis, le fait de perdre une compétence au niveau de sa commune, moi honnêtement je ne le vis pas très mal, je pense que c'est même plutôt un bien, parce qu'en général on gagne de l'expertise, et c'est souvent ça, c'est ce qu'on disait, on ronchonne des fois par principe sur le fait de perdre quelque chose, mais on sait qu'on gagne beaucoup en ingénierie, en expertise, il faut l'accepter. Par contre c'est vrai que c'est difficile pour les élus, certains élus qui n'ont pas toujours la compétence, on peut être boucher et maire de sa commune, et du coup être un petit peu éloigné des discussions qu'on a aujourd'hui par exemple. Mais dans ce cadre, est-ce qu'il n'y a pas une limite qui s'efface ? C'est celle de l'urbain, du rural, puisque là encore, les populations... Alors c'est vrai que nous, dans notre communauté d'agglomération, on est un territoire hétérogène dès le départ, parce qu'on a effectivement, cette petite commune fait déjà partie de notre intercommunalité, donc on est déjà habitué à travailler avec ces deux échelles. On essaie, et justement, on m'a confié ce pilotage du PLUI, par exemple. Pas pour rien non plus, j'espère pas seulement parce que je suis une femme. Je plaisante. Pas seulement, non, je plaisante sur la parité tout à l'heure, qui est presque bonne. Mais parce que je suis aussi, voilà, c'est ça. Non, parce que aussi je suis le maire d'une petite commune, oui. Et c'est vrai que on sent bien que les élus des petites communes ont besoin d'être rassurés sur le fait est-ce que l'identité de leur village va pouvoir perdurer malgré un document intercommunal. Je vais encore perdre une compétence qui est importante. Certes, je vais pouvoir signer mes permis de construire, mais bon, c'est quand même les techniciens d'agglomération, c'est déjà une structure qu'ils côtoient moins souvent, des techniciens qui côtoient moins souvent, s'ils ne sont pas justement au bureau d'agglomération, par exemple. Alors on va mettre un peu de lumière dans la salle, parce que je vous l'ai dit au début de l'après-midi, on ne va pas monopoliser la parole à la tribune, mais vous aussi, vous vivez des recompositions de limites. Comment vous les dépassez, comment vous les organisez selon vos territoires. Il y a des micro-baladeurs, on peut mettre encore un peu plus de lumière, si c'est possible. Et pendant que quelqu'un pose la première question, peut-être une réaction, Martin Vanier, à ce que disent les trois élus en fonction de contextes différents, mais cette difficulté qui est un peu celle de la perception par l'habitant, par le citoyen, et
un problème. D'ailleurs, vous aviez conclu votre intervention là-dessus, qu'il y a un problème démocratique. Ça marche, ça se met en route tout seul. Ah non. Il y en a un troisième. Ce sera le bon. Merci. Voilà, c'est bon. Ça rappelle ce que disait Pierre Veltz, que tout le monde connaît, le sociologue, économiste célèbre, dans les débats des années 90-2000 à propos de la société française et des mutations qu'on traversait. Il disait: quelle dose de mondialisation sommes-nous prêts à accepter? Bon, qu'on ne se méprenne pas sur... C'est pas une question néolibérale, c'est comment la société française parvient à effectivement à la fois encaisser, trouver sa place, se réinventer dans un phénomène de mutation qui s'appelle la mondialisation. Et là, on a exactement le même... J'entends les mêmes choses. Hein, quelle dose de changement de limites, quelle dose de réflexion sur les nouvelles limites, quelle dose de compréhension de ce que sont les nouvelles limites qui ne sont pas tous territoriales, comme j'ai beaucoup insisté. Sommes-nous prêts à accepter, c'est-à-dire à comprendre et à partager. Et c'est vrai que c'est un débat fondamentalement social et culturel, que la question n'est pas si tout le collectif adopte ou n'adopte pas une perspective, c'est la différence de rythme dans l'adoption qui va nous travailler, qui va rendre le boulot des élus particulièrement délicat et particulièrement indispensable, parce qu'ils seront les garants de tenir ensemble des populations, des individus, des organisations, etc., qui n'accepteront pas tout en même temps cette quantité de changements qui nous arrive. Et en même temps, bon, on peut débattre encore 107 ans de la nécessité de ces changements en question, et puis y retravailler sans doute. Mais au fond, c'est la conduite du changement qui est en jeu. Et le fait que culturellement, elle arrive dans un moment de délitement de la cohésion culturelle du pays qui ne rend pas facile l'acceptabilité en question. C'est la conduite du changement. On voit bien à travers l'exemple de Nancy en particulier comment toute cette histoire de construction du territoire, de district, d'une agence, aujourd'hui d'un nouveau pôle métropolitain qui peut anticiper quelque chose, c'est aussi pour faire une pédagogie du territoire pour les habitants, au-delà de l'ingénierie, Jean-François Husson. Et puis après, on passera la parole à vous, monsieur, qui l'a demandé. En fait, en même temps, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut associer les habitants, mais pas tous les 4 matins, et surtout sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est un peu complexe. Faut rentrer... moi, je peux vous dire, il y a 10 ans, je n'étais pas spécialement passionné par la chose. Et puis, voilà, c'est une opportunité et on s'y colle. Et donc, l'élu, par rapport à, je dirais, aux géographes, à toutes les équipes techniques, aux experts, à l'agence, l'élu, il doit à la fois donner le cap, il doit traduire, et surtout, il est un peu comme le toubib, il faut qu'il sente, je dirais, comment ça réagit. Mais, quand on est élu, à un moment donné, on est élu aussi, on a reçu un mandat. C'est pas de faire tout et parfois n'importe quoi sans en rendre compte jamais, mais parfois il faut aussi accepter la prise de risque qui consiste à dire nous on sent bien qu'il faut qu'on avance pour telle et telle raison et on prendra le temps, c'est-à-dire qu'il faut aussi calculer le temps politique. Pendant que tu intervenais là tout à l'heure, je regardais juste pour vous dire, nous aujourd'hui, le SCOT peut-être pour le métropolitain, qui a le risque ou le pari qu'on relève, c'est d'y associer le département à la région, de choisir quelques thèmes d'action et peut-être après-demain de compétences, et surtout de le rendre donc opérationnel. Avec aujourd'hui 475 communes, demain en gros 460, mais c'est quand même un ensemble qu'on veut, moi j'appelle ça l'équipe territoriale de 560 000 habitants, c'est-à-dire la plus grosse entité territoriale qui travaillerait ensemble et négocierait notamment avec la région ou avec l'État. Parce que, je vais vous dire, nos populations, elles nous suivront, même avec un truc nouveau, si on amène du concret. Le reste, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus hors limite. Obligation de résultat. Voilà. Obligation de résultat, mais vous nous dites un rôle de l'élu dans ce cadre, c'est de traducteur. Il y a de l'ingénierie, il y a du travail qui est fait par des spécialistes. Le traduire, c'est votre rôle d'élu par rapport à l'agence, par rapport au territoire.
Et puis, vous parlez d'équipe du territoire. On voit aussi qu'il faut associer, faire travailler tous les acteurs du territoire. Voilà, monsieur, vous avez demandé la parole. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, donc, Thierry Angasser, je suis maire d'une commune de 1200 habitants en Alsace. Sur la loi NOTRe, d'abord, effectivement, c'est un sujet qui est très complexe et ça nous tombe dessus et c'est compliqué à expliquer à la population, aux élus. Vous m'entendez correctement ? Oui, ouais. Mais ceci dit, l'intérêt finalement, parce qu'il faut quand même trouver du positif dans cette opération, c'est que ça nous oblige, ça génère une contrainte qui nous oblige à retravailler nos fondamentaux et justement à développer la coopération. Moi, je suis quand même confronté dans mon secteur à des individualités au niveau des communes et ça génère quand même un bénéfice au niveau de la coopération qui, du coup, avance à marche forcée. L'autre point sur les limites, alors c'est intéressant parce que les trois élus qui sont sur la Seine sont des élus de régions frontalières, tout comme moi d'ailleurs. Moi, je suis à 3 km de l'Allemagne à vol d'oiseau. Déjà là, les limites sont d'ores et déjà repoussées, puisque les régions frontalières sont de toute façon pas confrontées, je ne veux pas réveiller des rengaines, ça serait malvenu, mais fonctionnent justement avec ces pays voisins. L'emploi, chez nous en Alsace, on a à peu près 30 000 personnes qui vont travailler tous les matins en Suisse et en Allemagne. En tout cas, sur mon secteur, je crois que c'est de l'ordre de 100 000 personnes à l'échelle de la région Alsace. Et c'est pareil en Franche-Comté où les salariés de Peugeot sont sollicités pour aller travailler dans leur logerie en Suisse. Voilà, donc on est déjà dans un repoussement des limites qui est en marche depuis déjà quelques temps. Et ça ne fait pas partie justement de la réflexion. Et l'autre point par rapport à ces limites-là, c'est aussi le fonctionnement des entreprises. Ça a été évoqué tout à l'heure sur comment on perçoit les périmètres, et souvent les périmètres qui sont institutionnalisés ne correspondent pas forcément à une réalité par rapport au fonctionnement des habitants et au fonctionnement de l'économie. On le voit justement sur les régions transfrontalières. Et là aussi, d'ores et déjà, les limites en place sont déjà repoussées. Merci. Alors, vous nous dites d'abord, on est obligé un peu de jouer les complémentarités, de sortir de ces limites. Hein, c'est ça, à partir de cette contrainte, on peut avancer. Et puis, les limites institutionnelles, il n'y a pas mieux qu'une frontière pour un pays. On sait déjà les dépasser. Vous faites tous de la coopération transfrontalière. Et donc, il y a déjà un savoir-faire là-dessus. Et certainement qu'on peut le développer sur d'autres types de limites, d'autres types de frontières. Qui souhaite intervenir également dans ce débat ? Ce premier débat qui nous inspire sur... Alors, il y a au deuxième rang une main qui se lève, et puis il y en a deux. Voilà. Madame, d'abord, ça va venir jusqu'à vous. Et puis ensuite, vous passerez le micro devant vous. Allez-y, c'est à vous. Ah, c'est monsieur. D'accord, je prends la parole. Voilà, Thierry Rasson-Ramona pour la revue européenne Zeppelin. Parlez bien dans le micro. Pour la revue européenne Zeppelin. Voilà, donc ce qui a été évoqué par monsieur Vanier tout à l'heure, à mon avis, il y a une chose importante qui n'a pas été soulignée, ce qu'on appelle donc, en parlant de la notion de mutabilité, notamment en matière d'action publique, de services publics. Donc il y a le fait que les services publics ou l'administration publique doit s'adapter aux changements institutionnels, etc. Et après, il y a aussi, donc, lié aussi aux lois au niveau donc, juridique. Et donc, il y a aussi, aujourd'hui, ce qu'on voit notamment, c'est qu'il y a une forte mutabilité des lois. Et je rajouterais, par rapport à la notion de mutabilité, le fait de l'accélération aujourd'hui, justement, de ces changements, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit élu, qu'on soit technicien ou qu'on travaille dans des agences, on est confronté aujourd'hui au fait qu'on n'a plus le temps, justement, de réfléchir à de nouveaux cadres, à de nouvelles références. Merci. Voilà, mutabilité et adaptation permanente. Le micro va descendre. Voilà, levez la main quand on vous voit bien pour demander le micro. Voilà, 5e rang. Et ensuite... ah ben vous l'avez, on va commencer, puisque vous avez déjà le micro, allez-y. Et pendant qu'on le passe là-haut, allez-y, au 2e rang. Bonjour, je n'ai pas qu'appareil, le micro. Allez-y, oui, le sujet qui a commencé depuis le début de l'après-midi me passionne tout particulièrement. D'abord, je m'appelle Pascal Garrido, je suis maire d'Atalaudière, président de l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne et conseiller délégué
à l'agglomération, la communauté urbaine de Saint-Étienne, pour la réforme territoriale. Donc vous voyez que c'est des sujets que je connais un peu depuis un certain temps. Je crois qu'il manque quand même, dans le débat que j'entends depuis le début, le rôle de l'État. J'ai l'impression que dans tout ça, c'est presque naturel que ces regroupements se font, alors quand même s'il y a des attirances naturelles, j'entends dans le Pays Basque, j'entends aussi dans d'autres territoires, où il y a une volonté marquée de se regrouper, de partager des compétences, d'essayer de se sortir de son microcosme local pour arriver à exposer et à partager toutes ces préoccupations qui nous touchent aujourd'hui. Malgré tout, aujourd'hui, nous subissons depuis un certain temps une pression constante de l'État qui nous pousse à nous regrouper. À un moment aussi où le même État a de moins en moins de moyens à nous donner au niveau financier. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui, que de pousser les agglomérations à faire des efforts de regroupement, de modification d'urbanisme, puisque c'est un sujet qui préoccupe les agences d'urbanisme, sans avoir autant de moyens qu'il y a peut-être quelques années ou quelques mois. Et puis en plus de ça, je dirais que cet État qui est de moins en moins donnant est de plus en plus exigeant, est de plus en plus pesant, je voudrais dire, et nous impose dans ces réformes territoriales un rôle, j'allais dire, de suivi, comme si nous étions des petits garçons qui devions nous plier aux volontés dictées par l'État, alors que l'État n'a plus les moyens d'assurer ces politiques qu'elle avait autrefois. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus mal vécu par les élus qui se sentent dépossédés ou trop dirigés par cet État omniprésent, et en même temps par les populations qui n'arrivent plus à suivre. Ils n'ont pas fini une réforme territoriale, on vient de se transformer dans la communauté urbaine, qu'il faut installer les métropoles, on vient de subir les transformations des grandes régions, qu'il faut à nouveau rechanger les limites de nos territoires. Avant le 1er janvier 2017, on change tout, et avec des conséquences sur les règles de fonctionnement. Le risque de l'instabilité, là, dites-vous. Voilà. Avec des règles de fonctionnement de ces agglomérations qui font que l'élu sera moins présent, puisqu'on en diminue aussi le nombre. Le Conseil constitutionnel a jugé en avril 2014 qu'il fallait revoir la donne, alors que le suffrage universel avait désigné les membres des conseils communautaires au suffrage universel. Alors, tout ça fait qu'il y a un trouble aujourd'hui très fort, à la fois au niveau des élus et au niveau des populations. Alors, je crois qu'il faudrait quand même que l'État comprenne que nous avons dépassé l'âge d'être toujours dirigés, on n'a plus l'âge de la maternelle, que l'on est des adultes, et que si on veut que l'on mène les réformes territoriales, les réformes urbaines, il faut également laisser aux élus le soin de s'autodiriger. Sortir des réformes subies pour choisir aussi ses frontières, ses nouvelles frontières. Voilà, à vous. Et puis après, on arrêtera malheureusement les échanges parce qu'on est un peu tenu par le temps encore. On peut prendre encore quelques... Allez-y, c'est à vous. Oui, Patrick Rimbert, président de l'agence d'urbanisme de Nantes, donc de la région nantaise, pardon. Ne me demandez pas ce qu'est la région nantaise, je ne la connais pas, elle n'a pas de limite. Nous travaillons aussi bien avec La Roche-sur-Yon qu'avec Saint-Nazaire. D'ailleurs, nous avons un SCOT commun avec Saint-Nazaire, sur Nantes-Saint-Nazaire, Nantes Métropole et Nantes-Saint-Nazaire, bipolaire. Et nous avions eu l'idée, au moment de l'écométropole, de présenter la construction de nos villes futures ou de nos territoires futurs autour de l'estuaire. Ce qui était sans doute une histoire que nous essayons de raconter, même si elle n'avait pas une réalité, mais aussi d'identifier des personnes, petites communes rurales ou grandes. Je pense que les limites, moi je pense que c'est nécessaire. La personne qui a parlé avant disait bien, mais moi j'existe, et tout le monde a besoin d'exister, l'élu, l'habitant, d'être reconnu, mais en même temps, et donc on a besoin de limites pour savoir où on est, mais en même temps on vit beaucoup plus loin que ces limites dans la réalité. Si je prends l'exemple de Nantes, nous avons un pôle métropolitain, Nantes-Saint-Nazaire, Nantes-Rennes, avec Brest, Angers,
Nos hôpitaux travaillent sur la Bretagne et sur le Poitou-Charentes. Nos universités travaillent encore dans des réseaux beaucoup plus grands, sur des territoires beaucoup plus grands. Par contre, quand ils nous demandent à nous comment est-ce qu'on peut les aider, soit les régions, les métropoles, etc., ils nous disent 80% de notre temps de recherche, c'est de monter des dossiers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut avoir une histoire commune, avoir une espérance commune. Nous avions demandé, d'ailleurs, l'agence d'urbanisme avait fait Nantes 2030. 25 000 personnes, alors ce n'est pas des sondages téléphoniques, même si on avait eu, avaient été interpellées sur 2 ans pour savoir ce qu'elles voulaient. Eh bien, 3 catégories, mais 3 forces. Ce n'est pas les uns contre les autres. Il y en a un tiers, enfin en gros, un tiers qui disait « c'était mieux avant ». Ne touchez surtout rien. Un tiers qui disait « allez-y, mais quand même pas trop vite ». Et un tiers qui disait « écoutez, si ça ne marche pas suffisamment bien, moi je change de ville, il faut que vous me donniez un certain nombre de choses ». Mais c'est 3 forces. Une force patrimoniale, une force qui va vers l'avant pour amener de nouveaux talents, de nouvelles richesses, et puis une force qui nous dit faites gaffe, expliquez-nous, faites attention. Et tout le projet politique est bien de mettre ces 3 forces qui peuvent être divergentes dans une même enveloppe, dans une même histoire. Donc je crois qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques, et c'est nous, notre rôle d'agence, c'est de montrer en quoi les politiques publiques que les responsables politiques veulent mener ou sur lesquelles ils s'interrogent, de leur donner cette intelligence des territoires, des attentes, des projets, des identifications, mais aussi de sortir ailleurs. Donc je pense qu'il faut toujours être dans l'identité, être quelque part, mais être quelque part, ça ne veut pas dire l'enfermement, c'est pas... Ne pas être prisonnier des limites. Ne pas être prisonnier des limites. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la Côte Basque, la D923 ou je ne sais plus quoi, c'est idiot, mais je n'ai jamais compris quand je me suis retrouvé en Espagne. Sauf que j'ai appris l'autoroute pour revenir de Bayonne, et là, j'ai vu qu'il y avait une frontière, un panneau européen d'ailleurs, comme quoi je changeais de pays. Alors, continuité des interventions, vous dites qu'il ne faut pas subir, mais être prisonnier des limites qu'on vous impose, mais surtout aussi, quand on imagine le territoire, ne pas être prisonnier des limites qu'on s'impose dans son raisonnement. Et puis, les acteurs eux-mêmes du territoire, les habitants, ils bougent, ils ne sont pas prisonniers de ce territoire. Ils sont même surtout ambitieux, même s'ils en ont peur, dites-vous, pour un tiers. Qui souhaite encore intervenir ? On a un peu de temps. On nous propose de ne pas marquer la pause parce qu'effectivement, comme ça nous permettra de poursuivre et de poursuivre avec vous, par exemple, monsieur. Allez-y. Le micro arrive jusqu'à vous. Oui, bonjour, Jean-Pierre Mispelon, donc représentant du Conseil français des urbanistes. Je voulais juste un peu compléter parce que on aurait la possibilité assez facilement de s'enfermer dans l'actualité. Des lois récentes et tout ça, et donc focaliser ce sujet là-dessus, simplement illustrer une petite pointe d'histoire. Il y a un monsieur qui est connu sous le petit nom de Vauban, à un moment donné, qui a introduit une révolution dans la stratégie de défense des villes. Précédemment, donc pour se défendre, on s'enfermait dans un mur. Et lui, s'adaptant à la nouvelle technique de balistique, s'est dit que le mur n'était pas suffisant pour résister donc, au canon et qu'il fallait jouer sur la distance. Donc il a introduit, tout le monde connaît les citadelles, etc., un système sur les lieux de Besançon surtout. Ouais. Voilà, qui occupait le territoire, mais ça vaut aussi non, pas mal. Ouais. Voilà. Et alors, simplement, je le cite parce que donc le travail sur les limites date pas effectivement des lois récentes. Et parce que ça a introduit aussi, d'une part, une autre lecture du territoire. Et la question du paradoxe n'est pas récente non plus, parce qu'en faisant ça, c'est-à-dire en démolissant les murs qui fermaient les périmètres des villes, il était en train de construire les limites du fameux précaré, donc cher à Louis XIV. C'est-à-dire que dans le même temps où il explosait les murailles, en même temps, il était d'une certaine manière en train de reconstruire un périmètre. Enfin voilà, simplement donc, pour remettre un peu de champ
donc dans nos débats qui vont se tenir là, dans les jours qui viennent. Vous vous retrouvez un peu dans cette définition-là? Mais c'est ce que dit Martin Vanier, c'est à la fois le paradoxe, mais c'est effectivement l'histoire. Vous voyez bien, on est en train, enfin, moi je pense que finalement le territoire nos limites, je dirais que c'est plutôt le territoire, je dirais, aux frontières souples et qui ne sont pas toujours les mêmes. Je le disais tout à l'heure, regardez les zones d'emploi. On regarde par exemple pourquoi le Grand Nancy de communauté urbaine a pu devenir métropole sans changer son propre périmètre. J'ai toujours dit que c'était une opportunité, oui, parce qu'on remplissait un critère d'emploi qui était une aire urbaine d'emploi. Et de puis plus que de 450 vous 000 aviez exercé et vous développiez des compétences métropolitaines. C'est surtout Voilà. ce qui fait l'attractivité de ce territoire, parce qu'il avait des compétences qui allaient avec dans la définition d'une métropole. Non mais c'est sûr, même si on reste pour le coup dans notre limite périmétrale de 20 communes, on va être asphyxié. Asphyxié. Donc il faut, l'objectif c'est bien ça, c'est de retravailler. Moi je dis on a besoin de C2O ou de CO2. C'est-à-dire il faut coopérer, il faut coordonner et il faut être coopératif. C'est indispensable. Mais pour ça d'ailleurs dans les projets de loi, enfin dans la loi métropole, on travaille sur, alors on nous sort toujours des beaux mots, la réciprocité, etc. Moi je trouve la réciprocité, on a l'impression qu'on va venir avec 12 actions, tu fais quoi, plus, moins, tac, et on arrive et on est, ah ben non, il en manque. Je pense que la principale idée, c'est de ne pas être un comptable du territoire, comme il ne faut pas être un géomètre du périmètre. Il faut travailler ensemble, il faut construire la relation de confiance, et après, il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, ça veut dire qu'il faut respecter, je dirais, les identités, il faut dialoguer d'égal à égal avec les élus, avec les équipes techniques. Il faut vraiment créer les conditions, parce que qu'est-ce qui compte en fait, au-delà de, je dirais même de ce que je peux dire, parce qu'on pense toujours qu'on a un petit plus à dire. Demain ou après-demain, il faut que le territoire il soit fort. Donc on change les femmes, on change les hommes, et il faut pouvoir assurer une stabilité. Ça veut dire qu'à ces échelles où on est hors limite, il faut trouver, je dirais, une animation, alors on dit aussi une gouvernance, qui fait que selon les majorités politiques que les électeurs mettront en place, eh bien, il faut pouvoir être interchangeable. Celui qui à un moment est capitaine ou celle, ben, il sera peut-être après-demain plus là parce qu'il n'est plus élu, mais d'autres viendront et on continuera. Ce qu'il faut, c'est jouer la stabilité, parce que là aussi, il faut sortir des limites. Et quand tout à l'heure, un intervenant expliquait que nous, on est dans les régions frontalières, Nancy, on est quand même un peu plus de 100 km de Luxembourg, mais la Lorraine, aujourd'hui, c'est 100 000 habitants qui tous les jours vont au Luxembourg. La Lorraine. À Nancy, aujourd'hui, à plus de 100 km, c'est un sujet. Mais surtout, ce qui est encore plus important, le travail de la FNO le démontre bien, c'est qu'en fait, l'essentiel du développement économique se fait à la limite de l'autre côté des frontières, où vous avez les métropoles, notamment en Allemagne, c'est un système différent, etc. Donc il faut être lucide. Le développement, il se fait plus là-bas, mais ils ont un gros problème. Ils ont une démographie qui est en train de s'effondrer. Donc il faut jouer des forces, il faut essayer d'anticiper, puisqu'en plus il y a de la mobilité, voilà, enfin, et il faut garder les gens sur son territoire. Jouer le projet aussi, justement, parce que bon, on sort d'une grosse période de réforme institutionnelle, hein, Martin Vanier, est-ce qu'on n'est pas un peu surdéterminé par ça, un peu écrasé par le mécano institutionnel, et du coup, c'est difficile de se libérer, de penser autrement le territoire, et cet exercice de créativité, où, comme pour Nantes, on se dit, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait, et avec qui on va le faire, quelles que soient les limites géographiques des institutions, quel est le projet en réalité qu'on veut construire et comment on s'y prend. Ça pourrait faire l'objet d'un acte 4 où on jouerait plus. Oui, mais bon. Un épilogue alors, ça sera l'épilogue. De toute façon, dans la pièce classique, on ne fait jamais le bilan à la fin de chaque acte. On ne s'arrête pas, on enchaîne. Et puis, effectivement, il y a des zones de trouble, tout n'est pas construit. Enfin, mutabilité aussi, hein, quand même. L'adaptation aussi à l'époque, aux besoins des citoyens, des habitants. C'est cette dose d'œufs que j'évoquais, oui, certes. Mais enfin, pour répondre à votre question, et si aujourd'hui, à l'agenda politique de nos organisations diverses et variées, professionnelles, citoyennes, démocratiques, etc., mais d'une certaine façon, à l'agenda
des personnes et de leur façon de construire leur vie, leur trajectoire résidentielle, leur trajectoire professionnelle, leur trajectoire de ménage, etc., etc. Il y avait un peu moins de nécessité de construire du territoire et un peu plus de nécessité de stabiliser des réseaux, d'y donner accès, d'y organiser une certaine équité dans l'usage que nous en avons, de les sécuriser, parce que la question de la vulnérabilité des réseaux est considérable. Il n'y a qu'à prendre le train chaque jour pour se rendre compte qu'effectivement, ce sont des objets et des lieux d'une vulnérabilité énorme pour le fonctionnement social. Et tout ça donnant des rendez-vous qui font des territoires que nous gérons et que nous adorons, les pièces de système et non pas les entités en tant que telles sur lesquelles il faut tailler plus grand, faire emmener tout le monde, construire l'alliance dedans, etc. Moi, ce que j'aime bien dans le discours des élus que j'entends ici, c'est qu'on voit bien comment le métier d'élu, ça a toujours été un constructeur d'alliances, un élu. Ça crée des alliances politiques, citoyennes, etc., etc. Mais il y avait un temps où ça en construisait beaucoup dedans, pour construire cette fameuse souveraineté dont a parlé Jean-René Etchegaray. Et puis là, on voit bien que maintenant, le boulot d'un élu, c'est Anne Ponce qui le disait entre nous au mois de mai dernier, là, c'est de fabriquer des alliances dehors. Et c'est un... Voilà, il n'y a pas de trouble. Estelle Grelier, la secrétaire d'État, est en train de nous rejoindre. On termine ce débat sur les limites. On évoquait tout à l'heure justement la coopération transfrontalière, où la loi, elle est venue après, parce qu'il y avait des projets transfrontaliers, et on avait besoin d'outils pour porter ces projets transfrontaliers. Ce ne sont que des outils par rapport aux projets que vous portiez. Et vous êtes à Besançon, dans une zone transfrontalière, comme beaucoup, et comme Bayonne aujourd'hui, sur le territoire qui nous accueille. Merci madame, merci messieurs. Et donc, eh bien, on va continuer le déroulement de cet après-midi. Après, vous pouvez applaudir effectivement nos intervenantes et intervenants.